Et je pense que c'est là que j'ai commencé à me dire « Ah mais attends, en fait, c'est possible ». Et tu vois, en y réfléchissant, parce que je suis en train de pas mal réfléchir sur ce sujet en ce moment, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce que je fais, j'estime que je l'ai quasiment plus. Enfin, tu me donneras ton avis, je t'ai partagé mon score sur le test, mais en tout cas, ça ne me gêne pas. C'est aussi parce que tous les entrepreneurs que je connais, je vois leurs coulisses et je vois ce qui ne va pas. Par exemple, je suis dans un mastermind d'entrepreneurs qui font des millions et je vois bien que malgré ça, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne savent pas et que c'est juste des humains. Et le fait d'avoir les coulisses et de plus comparer mon intérieur à l'extérieur d'autres gens, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Charlotte Apieto. C'est ma première interview à distance. Comme tu le sais, j'étais à l'origine totalement opposé à ce concept, parce qu'une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast, c'est le lien que je peux créer entre la personne et moi, et c'est un lien que je ne pensais pas pouvoir reproduire à distance. Et puis il y a aussi la question du son, je ne peux pas maîtriser totalement ce qui se passe, la qualité sonore déjà, mais pas que. Il y a même le problème du backup. Là par exemple, je croyais avoir perdu le son, j'étais totalement paniqué, heureusement je l'ai récupéré, mais j'ai décidé de faire une exception. Charlotte m'a écrit en me disant qu'elle avait aimé le live qu'on avait fait sur le syndrome de l'imposteur, qui était donc un hors-série, et elle a rajouté que c'était une coïncidence marrante, car elle aussi se penchait en ce moment sur ce sujet. Charlotte, en fait, elle développe une entreprise qui s'appelle Postadem, et comme son nom l'indique, est une entreprise qui accompagne des personnes qui veulent se repositionner professionnellement. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire une interview, car de toute façon, Charlotte étant à Nice, probablement que je n'aurais pas été l'interviewer physiquement. Et puis on se connaît déjà, donc j'avais moins peur pour le lien à créer. Je ne regrette pas une seule seconde, j'ai tellement aimé cet épisode que j'en ai fait le 11e épisode du syndrome de la page noire, alors que ça devait être un hors-série à l'origine, puisque Charlotte ne s'identifie pas du tout comme une artiste, comme tu le verras. Mais ce qu'on s'est dit pendant cette discussion est, je pense, universel. On a parlé principalement du syndrome de l'imposteur, logiquement, et plus précisément comment Charlotte a fait pour venir à bout de ce syndrome en quelques années. N'oublie pas que tu peux t'abonner sur la plateforme de podcast que tu utilises, ça m'aide beaucoup. Dans tous les cas, installe-toi confortablement, je te souhaite une très très belle écoute. Ceci étant dit, je suis donc avec Charlotte Apieto. Bonjour Charlotte. Bonjour Nicolas. Est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu ? Ouais, c'était à la sortie du livre de Livia Quero. Tu vois, ça a mis une petite seconde à monter au cerveau, mais c'était pour la sortie de son livre. C'est un livre qui s'appelle « Créer sa vie en étant soi » de mémoire. Je trouve que c'est une phrase qui te correspond bien. Comment t'es arrivé à être ce que j'appelle les purs produits d'école de commerce, mais je m'inclus dedans, hein, avec le parcours tracé de on fait une école de commerce, après on finit consultant, auditeur, auditrice, et finalement t'es sur un blog qui s'appelle Postadem. Comment t'en es arrivé là, et surtout pourquoi tu parles de ce sujet et pas d'autre chose? C'est ça vraiment qui va m'intéresser. Pourquoi tu parles de démission et pas d'autre chose? Ok, écoute, comme tu me dis que les digressions étaient les bienvenues, je pense qu'on va être Vas-y. bien là, il y a plein de questions. Déjà, par rapport au livre de Livia, ça me fait marrer que tu m'en parles parce qu'on est en train de bosser sur la promotion du livre Postadem qui sort bientôt. Et en fait, me suis rappelée du livre de Livia qui est en face de moi et du coup du chemin parcouru depuis. Donc c'est très marrant comme référence, tu vois, c'est assez symbolique. Et ensuite, par rapport à ta question sur le chemin tout tracé, alors je me considère pas vraiment comme un produit école de commerce, nuance, parce que moi c'est la team Sciences Po et c'est pas C'est vrai, pareil. Et je peux te c'est dire vrai, que quand on y est, c'est vrai. c'est comme école d'ingénieur, école de commerce, tu J'avoue. vois. Bon, j'ai fait Sciences Po, mais après j'ai quand même fait effectivement un petit passage express en école de commerce. Et effectivement, je suis devenue consultante. Après, juste avant, j'avais fait un petit passage ressources humaines quand même, recrutement. Et après, je suis devenue consultante RH, management, etc. Comment Donc, tu décris le métier de consultante pour les gens qui savent pas ce que c'est? alors, ma définition du métier la définition, on va dire, théorique, c'est que, tu interviens auprès généralement de gros clients sur, des missions de conseil. Donc en gros, tu es prestataire plus pour guider ton client sur de la mise en œuvre de gros projets, pilotage de projets. En gros, ton rôle, c'est d'apporter un regard stratégique et un regard extérieur à des clients
sur différents sujets, parce que du coup, tu as des consultants en ressources humaines, mais aussi des consultants sectoriels dans le secteur du tourisme ou de l'énergie, etc. Et moi, j'étais en management et RH. Mon autre définition du conseil, comme moi je l'ai vécu en tout cas, c'est que je passais mes journées à faire des présentations PowerPoint, à faire des tableaux Excel et à participer à des réunions assez inutiles et à faire des comptes rendus de ces mêmes réunions inutiles, quoi. C'est Voilà, exactement ma définition. Ben voilà. Donc pour moi, c'est en tout cas la manière dont moi je l'ai exercé. Je dis pas que c'est pareil partout. Je dis pas qu'on le vit tous de la même façon. Je pense que ça peut être un très beau métier selon comment tu l'exerces, mais en tout cas comme moi je l'ai vécu, c'était vraiment l'archétype du bullshit job. C'était vraiment ça, quoi. On brasse de l'air. D'ailleurs, je pense que ça a eu un rôle aussi dans mon syndrome de l'imposteur. On pourra en discuter. Mais voilà, en tout cas, je suis arrivée dans ce milieu du conseil à me dire, mais en fait, non, ça va pas le faire, quoi. Passer les premiers mois un peu d'euphorie, parce que il y a justement un peu une ambiance école de commerce, tu vois, dans ce genre Totalement. de cabinet. Voilà, puis il y avait des missions cool au début, puis c'est le début des missions en interne aussi, c'était cool. Mais au bout d'un moment, j'étais staffée, donc affectée sur des missions pour un gros client dans l'énergie que je ne citerai pas, mais c'est clairement, tu vois, le gros du CAC 40 qui met 10 ans à faire le moindre mouvement et tout. C'était un enfer pour moi. Et en fait, il y a eu pas mal je te fais vraiment le résumé rapide, mais il y a eu beaucoup de prise de conscience sur ce que je voulais dans ma vie. Ça faisait déjà une dizaine d'années que je m'intéressais à ce qu'on peut mettre dans l'étiquette développement personnel et je me suis dit, mais vas-y, je vais l'utiliser, quoi. Je vais me servir de ces leçons pour en faire quelque chose pour moi. Une dizaine d'années, ça veut dire que t'as commencé genre vers 15 ans? Ouais, 17. Donc effectivement, un peu moins. Attends, quel âge j'avais? Un peu moins de 10 ans, ouais. Comment t'es arrivé aussitôt à t'intéresser au développement personnel? Eh ben, écoute, pour des raisons pas très très marrantes, c'est qu'en fait, moi, j'ai mon père qui avait fait une dépression dont il s'est pas sorti, et en fait, c'est là que je suis tombée sur ces sujets burn-out où c'était pas encore aussi visible qu'aujourd'hui. Et donc aussi, ma mère était passée par un épisode de dépression dont elle s'est sortie pour le coup, et donc elle avait commencé un peu à avoir quelques bouquins sur le sujet, et c'est comme ça que c'est arrivé. Et du coup, quand j'ai perdu mon père cette année-là à 17 ans, c'est là que je me suis dit, OK, je vais moi-même voir un petit peu ce qui s'y passe. Et ça a eu un gros impact après aussi sur mon rapport au travail, etc. Donc voilà. Ah oui, Comment donc ça t'avais s'est une passé? connexion à la dépression. C'est marrant que tu parles de dépression parce que la première fois enfin la première fois, là tout à l'heure en préparant l'interview, j'ai enlevé cette question, je sais pas si tu te rappelles, tu m'as diagnostiqué une mini-dépression en avril, mai 2018, et je me suis demandé comment c'était possible que, alors qu'on se connaissait à peine, on s'était vu 2-3 fois, tu poses un diagnostic aussi rapide, et qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé, je te remercie encore là-dessus, et je comprends mieux du coup maintenant. Ouais, Enfin, écoute, j'imagine que c'est un rapport. ouais, alors je sais pas si, tiens, tu vois, syndrome de l'imposteur là, je sais pas si je suis capable de le détecter ou quoi, mais effectivement, oui, c'est quelque chose que j'ai vu de près et où je vois certains ressorts en fait. Donc après, c'est pas un sujet que j'ai forcément creusé. Moi, pour le coup, le sujet burn-out, j'avais regardé, mais j'avais pas non plus trop plongé dedans parce que c'était pas forcément très agréable. Mais effectivement, je pense que j'ai une bonne immunité aussi par rapport à ça. Et quand moi, je suis passée un moment par ce que j'appelle mon mini burn-out, ce qui fait aussi que j'ai réagi vite et que je m'en suis sortie vite, c'est parce que je pense qu'il y a un recul et une prise de conscience par rapport à ça, voyant où ça peut mener, etc. Donc Pourquoi tu voilà, l'appelles mini? mini parce que l'intensité était moindre que ce qui peut se passer chez d'autres personnes et la durée était bien moindre que ce qui peut se passer chez d'autres personnes. Donc voilà. Probablement parce que t'as réagi d'ailleurs. Je pense, parce que j'ai T'as réagi réagi, je comment? savais ce que c'était. Écoute, déjà, sur le coup, quand ça s'est produit, c'était fin juillet, c'était à une semaine de mes congés. J'étais consultante, du coup, chez ce fameux client. Et donc, j'arrive un matin au bureau et en fait, là, le blackout total. Mes yeux voyaient flou, je voyais plus du tout mon écran. Donc, assez symbolique. Et ça faisait déjà, tu vois, 15 jours que j'avais l'après-midi les mains qui tremblaient, des palpitations, machin. Enfin, vraiment le corps qui te parle quand le mental veut pas l'entendre. Et en fait, impossible de bosser. Et j'ai appelé un collègue en lui disant qu'est-ce que je fais, il faut absolument que je bosse. Il me dit non, tu vas voir un médecin, t'appelles ta chef, tu vas voir un médecin. Dans ma tête, j'étais là, mais jamais de la vie, je vais aller voir un médecin parce que pour moi, c'était the aveu de faiblesse, tu vois, c'était impossible. Sauf que de toute évidence, j'étais bien obligée, donc j'y suis allée. Et la première réaction, ça a été déni, en mode non, mais c'est bon, ça va mieux, tu vois, je me suis raisonnée le temps d'aller chez le médecin. Et aussi vraiment être hyper vexée quand il m'a dit je vous arrête jusqu'à vos vacances. Vraiment la T'étais vexation vexée? ultime. J'étais extrêmement vexée et c'est pour ça que j'étais aussi dans le déni en mode non mais il y a aucune raison, je peux gérer, tu vois. Donc je rentre chez moi et tout en mode non mais sérieusement ça va pas le faire, je vais reprendre machin. Et puis j'arrive chez moi, je me dis allez, au moins je termine allez, je vais jouer le jeu éventuellement, mais au moins je termine mes dossiers pour les transmettre à mon collègue et tout. Et en fait, impossible de finir. Vraiment, tu vois, c'était mission impossible. Et là, je me suis dit, OK, vas-y, je m'étouffe, mais c'est même pas par rapport au sujet, c'est qu'il faut que je boive. Mais c'est quand même un bon signal du corps, en vrai. C'est un super bon signal du corps. Et du coup,
je me suis dit, OK, je vais lâcher le truc et grosse crise de larmes, tu vois, en mode OK, je lâche absolument tout et je suis partie me réfugier chez ma maman dans le sud puisque j'habitais à Paris à cette époque-là. Et en fait, ça a été vraiment le moment où j'ai tout lâché. En plus, séparation à ce moment-là, enfin vraiment plein de trucs qui allaient pas en même temps. J'étais dans un appart que je détestais depuis quelques mois, enfin vraiment l'horreur. Et j'ai tout lâché à ce moment-là. Et en fait, le fait de tout lâcher, de prendre conscience de ce qui était en train de m'arriver, finalement, genre en 15 jours, c'était presque passé entre guillemets. Je me suis dit, OK, en fait, il faut que je parte. Donc décision prise, c'est à la fin de l'été, je retourne au boulot et je me laisse un mois pour trouver autre chose et poser madame avant fin septembre. Et du coup, c'est ce qui s'est passé en fait. Donc voilà pourquoi mini burnout et comment je suis sortie de ce truc-là. Tu poses ta DM, tu fais des programmes type Switch Collective, Live Mentor, ce genre de choses. Ouais, j'avais même fait ça avant d'ailleurs. Live Mentor, pour le coup, j'ai pas fait de programme Live Mentor. J'ai bossé avec Alex plus tard, mais j'étais coachée par Alex pendant 3 mois. Mais c'était pas à ce moment-là. Et Switch, effectivement, je l'avais fait avant parce que c'était déjà un sujet qui commençait à m'intéresser, le travail, etc. Et l'avenir du travail. Et je commençais un peu à me poser des questions. Donc j'avais fait leur promo pilote, d'ailleurs, la toute première. Et effectivement, ça avait fait son chemin. J'avais rencontré des entrepreneurs, j'avais fait plein de trucs. Mais j'avais toujours tu vois, syndrome de l'imposteur de je n'ai pas le profil pour entreprendre parce que je suis bonne élève, parce que je suis scolaire. Et du coup, moi, je suis pas une aventurière. Je suis pas quelqu'un qui prend des risques. Je suis pas quelqu'un qui va manger des nouilles pendant 3 ans et qui va pas se payer, tu vois. Donc impossible d'entreprendre. Et du coup, je me suis dit, OK, je pose madame, mais je monte pas ma boîte. Impossible, tu vois. Et je me suis dit, je vais bosser plutôt dans une start-up qui démarre et je serai salariée en CDI, mais au moins, je vais voir ce que c'est une petite boîte. Et donc, ça a commencé comme ça. Avant ce mini burnout, tu avais déjà fait Switch Collective. Donc, Switch Collective, pour les gens qui nous écoutent, c'est un programme où tu essayes de retrouver ta voie professionnelle, qu'est-ce qui te convient le mieux. Et tu te dis, la conclusion de ce truc-là, c'est j'aimerais être entrepreneur, mais je peux pas. C'est ça c'était pas forcément la conclusion de Switch en particulier. C'était plus parce que pendant ces mois-là, j'avais fait plein de rencontres, plein d'événements, de petits programmes. Enfin, j'ai fait plein de choses, vraiment. Mais au bout du bout, c'était l'entrepreneuriat, ça m'attire. Mais déjà depuis longtemps, parce qu'à Sciences Po, il y avait une option entrepreneuriat que personne dans mon master RH ne prenait. Si, il y avait une autre nana. J'en avais oublié une. Si, on était 2 de mon master et il y avait genre une trentaine d'étudiants au total sur Sciences Po. Et le prof qui faisait ça, c'était Jacques-Henri Hérault, je crois qu'il s'appelle. Je crois que c'est celui qui est devenu après directeur de l'OM, je sais pas quoi. Là, je suis perdue, tu vois. Mais bon, en tout cas, c'était lui qui faisait ça. Et en fait, je suis allée dans cette option que personne connaissait, qui intéressait personne dans mon master, mais moi, je sentais que ça m'attirait, mais c'était mon moment préféré de la semaine. Mais on parlait de licorne, on parlait de levée de fonds, de machin. Je me disais, mais ce sera jamais pour moi tout ça. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est toujours pas pour moi. Moi, je fonctionne pas sur ce modèle d'entreprise. Mais à l'époque, je m'étais dit, non, je serai jamais comme ça. Et je voyais les autres étudiants, qui étaient d'ailleurs souvent des mecs, et ils étaient eux dans leur élément, moi pas du tout. Et donc, je m'étais dit, l'entrepreneuriat, c'est un truc qui m'attire, mais je ne le serai pas moi-même. Et du coup, quand j'ai posé madame, pareil, j'ai pris un job salarié en start-up. Et c'est une fois en start-up, comme on était dans un incubateur et qu'il y avait d'autres entrepreneurs, etc., je me suis rendu compte en discutant avec ces gens, en fait, ils étaient comme moi, tu vois, c'était des humains, c'était pas des super humains. Comment t'as réalisé parce que là, c'est c'est ça, tu as syndrome de l'imposteur, tu vois finalement qu'en fait, ces gens-là, ils sont pas surhumains par rapport à toi, par rapport à moi, mais comment tu réalises? La plupart des gens ne sortent jamais de ces syndromes. Dans les discussions, en fait, il y a des moments qui m'ont marquée. Il y avait des déjeuners comment on appelait ça? De co-développement. Co-dev. Et c'est ça, c'était des co-dev le midi, c'était le jeudi midi. Et en fait, le fondateur de la boîte, c'était le seul qui me prenait avec lui un peu sous son aile. J'étais sa business developer. Du coup, j'avais la chance d'y participer. Et en fait, dans les discussions, souvent, j'avais des feedbacks intéressants. Je voyais qu'on attendait mon avis sur certains sujets. Et je voyais qu'en fait, j'étais à la hauteur par rapport aux autres, quoi. Même si je savais pas tout et que j'avais pas forcément l'expérience, je voyais bien que j'avais un rôle à jouer là-dedans et que eux aussi, il y avait des trucs qu'ils savaient pas, qu'il y avait des trucs qui faisaient mal, qui foiraient, etc. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à me dire ah mais attends, en fait, c'est possible. Et tu vois, en y réfléchissant, parce que je suis en train de pas mal réfléchir sur ce sujet en ce moment, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce que je fais, j'estime que je l'ai quasiment plus. Enfin, tu me donneras ton avis, je t'ai partagé mon score sur le test, mais en tout cas, ça ne me gêne pas. C'est aussi parce que tous les entrepreneurs que je connais, je vois leurs coulisses et je vois ce qui ne va pas. Par exemple, je suis dans un mastermind d'entrepreneurs qui font des millions et je vois bien que malgré ça, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui savent pas et que c'est juste des humains. Et le fait d'avoir les coulisses et de plus comparer mon intérieur à l'extérieur d'autres gens, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. On pourra en rediscuter, mais en tout cas, je pense que c'est de voir ce qui se passe dans la vraie vie qui aide énormément et de pas rester en surface de la réussite des autres, en fait. Tu as dit qu'il y avait un lien entre le syndrome de l'imposteur et le fait que tu travaillais dans le conseil. Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, dans le conseil, clairement, j'avais l'impression de brasser de l'air. Et je me souviens les premières semaines, mais même les premiers mois, c'était long cette histoire. Il y a tout un espèce de jargon de consultant avec plein d'anglicismes, mais je ne comprenais rien. Je parle anglais, c'est pas le problème, mais t'as plein de noms pour nommer des choses qui n'ont aucun sens et qui n'existent pas. C'est des espèces de concepts fumeux. Et en fait, moi, j'avais l'impression d'être naze au début. Je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à parler leur langage? Je me souviens des propals, les propositions commerciales. J'étais, mais perdue par rapport à tout ce langage que je ne maîtrisais pas. J'avais l'impression que c'était pas une langue normale. Et en Et fait, comment ça se fait que là, tu te dises, tu comprends pas et non pas leur langage est débile? Parce que t'as fait un parcours, j'imagine que t'as fait de la philo à un moment, que t'as lu des trucs un peu compliqués, ou des matières, des maths, je sais pas quelle prépa t'as fait, mais t'as dû faire une prépa avec des matières un poil plus compliquées que ce qu'on fait en conseil où on complexifie pour rien. Ouais. Comment ça se fait que tu te dis pas à un moment, bah en fait c'est juste ça veut rien dire, je comprends du Emmanuel Kant, si je comprends pas c'est que ça veut rien dire. Ouais, il y a deux choses. C'est, je pense que comme moi, j'avais été très scolaire, je pensais que là, c'était la vraie vie. Et que du coup, moi, j'étais bonne dans les études, mais pas dans la vraie vie. Et d'ailleurs, quand j'étais étudiante, je redoutais mon entrée sur le marché du travail et je songeais même à être, comment on dit, chercheuse et enseignante pour rester dans l'univers académique. Voilà, parce que la vraie vie me faisait peur. J'avais même peur, je me disais, imagine jusqu'où ça allait. Je me disais, mais imagine, on est dans un bureau où il y a des fenêtres difficiles à ouvrir et on me demande d'aller ouvrir la fenêtre et j'y arrive pas. Tu vois, je m'étais dit ce genre de truc. Tu t'es vraiment dit ça? Je me suis vraiment dit ça. J'avais vraiment peur de pas être à la hauteur sur tout, quoi. Je m'étais vraiment dit ça. Ça paraît débile, mais sur le coup, moi, j'avais vraiment peur de ça. Et je pense que c'est la première Non, il y chose. a rien qui arrête. Tu sais, moi, tu veux dire moi, de quoi j'avais peur parce que moi, j'ai eu pareil, j'ai eu cette peur de rentrer dans la. Je pense qu'on a tous eu cette peur de rentrer dans la vraie vie, surtout quand t'as fait un parcours avec des études longues et du coup, tu mets du temps à rentrer sur le marché du travail. Moi, ma peur que j'avais, c'était de pas savoir signer. Tu sais, la signature. Et je me disais, mais comment les gens font pour signer? On dirait des gribouillis. Moi, le mien, il est moche en plus à chaque fois. Et je disais, mais je vais jamais réussir à signer des contrats parce que je sais pas signer. Je vois très bien parce que je me souviens du jour où on m'a demandé de parapher. Je savais pas ce que ça voulait dire. Et ça a été l'angoisse. Et je me suis dit, mais ça, c'est les adultes. C'est les personnes, tu vois, un peu matures qui savent faire ça. Et voilà, donc je comprends totalement. Donc on a tous effectivement des craintes où on se dit, mais tout le monde sait faire ça et pas moi. Donc je pense que c'est une première explication possible. Et la deuxième chose que je vois aussi sur pourquoi je me disais pas que c'était eux qui étaient débiles, enfin ce langage en tout cas, pas les gens qui y étaient, parce que je vois maintenant aujourd'hui que tous, ils avaient leur propre perception de tout ça, entre ce qu'ils montraient et ce qu'ils ressentaient, et que c'est plus un espèce de concept général, et c'est une norme qui se crée, mais si tu prends les individus indépendamment de ça, individuellement, ils pensent pas du tout comme ça, et enfin, c'est fascinant, vraiment le décalage entre les deux, parce que... Vas-y. On revient au concept que tu disais, c'est tu compares leur extérieur tu compares ton intérieur à leur extérieur. Si jamais on lisait dans les pensées de tous les gens qui travaillent là, bah, ça exploserait le truc. C'est clair, c'est clair. De toute façon, l'entreprise elle-même n'existe pas. Et c'est ça qui est marrant avec Postadem, c'est qu'il y a des gens qui bossaient avec moi, qui regardent maintenant, même des managers, et quand maintenant je vois dans leurs pensées, et à force d'avoir vu des gens, accompagner des gens qui passent par là, enfin, on est tous humains au fond de nous. Il y a personne qui colle parfaitement à son poste, et non, on a tous du recul par rapport à ça. Mais en tout cas, je pense que ce qui joue aussi, c'est que j'étais aussi pas dans mon élément et pas dans un job avec lequel moi j'étais alignée et qui correspondait à ma façon de fonctionner, tout simplement. Aujourd'hui, je me sens à ma place, donc l'imposteur, il est moins présent aussi, tu vois. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Raconte-nous comment t'es arrivé à cette place. On disait que tu vas en start-up, tu vois que finalement entrepreneurs, c'est des gens comme toi et moi. Tu te lances? Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé un peu avec des side projects quand je bossais en start-up. J'avais des projets dans l'éducation, je donnais des cours, je faisais des formations, enfin je faisais pas mal de trucs à côté. Beaucoup d'événements aussi, start-up, entrepreneuriat. Je rencontrais beaucoup de gens grâce à Shaper, qui est une application de networking. Enfin, je faisais plein de choses comme ça. Mais d'ailleurs, ça correspond à peu près à quand on s'est rencontrés, je pense, pour le coup. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, je sens qu'il faut que je crée mon truc. J'ai vraiment une envie de créer un truc de zéro qui part de moi, qui est entièrement à moi, où il y a cette liberté-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé à mûrir. Et ce qui est marrant, c'est que ça a commencé à mûrir au mois de mai 2017, quand j'animais une formation pour mon employeur à Nice. Alors, j'étais parisienne, et je me suis dit en étant là, c'est quand même cool de pouvoir télétravailler et de changer d'environnement. Et Nice, c'est quand même sympa, tu vois, c'est rigolo avec le recul. Et en fait, je me disais, ouais, mais attends, j'ai rejoint la boîte il y a 6-7 mois, ils comptent énormément sur moi, c'est un gros pari de m'avoir prise. Je vais pas partir tout de suite, on verra plus tard. Et ben, je suis rentrée à Paris.
et ils m'ont dit qu'il fallait qu'on parle et ils m'ont annoncé qu'ils me proposaient une rupture conventionnelle parce qu'en fait, je coûtais trop cher. J'étais à CDI et CDI, ça coûte quand même assez cher et que la boîte, c'était clairement clé sous la porte dans 2 mois si on continuait comme ça. Et du coup, je me suis dit, alléluia, j'en profite. Vraiment, c'est le moment de me lancer. Je vais avoir le chômage. Bon, il fallait quand même que je complète le chômage, mais je peux y aller. C'est le premier truc qui m'est venu quand ils m'ont annoncé ce midi-là. Et ce qui est marrant, tu vois, sur le sujet dont on parle, c'est que j'ai quitté les bureaux parce qu'ils m'ont dit, repose-toi cet après-midi, tu vois, rentre chez toi pour décanter le truc. Et donc, le temps de sortir du bureau, je croise 2-3 potes entrepreneurs du coin et je leur explique. Et les 3, ils me disent, écoute, franchement, si t'es dispo, viens bosser chez nous, quoi. Et là, je me suis dit, c'est cool, tu vois, j'ai quand même réussi à avoir ça et j'ai des propositions. Et donc, je rentre chez moi, tout ça. Et le temps de rentrer chez moi, je me suis dit 2 trucs. J'ai eu une première phase en mode, attends, franchement, si on me propose des emplois comme ça, c'est que je suis compétente quelque part. Autant utiliser ces compétences pour moi. C'est la preuve que si jamais, au pire, ma boîte se plante, j'aurai d'autres emplois quelque part. Donc pareil, là aussi t'as le déclic, parce que pareil, il Ouais. y a plein de gens qui ont le syndrome de l'imposteur et qui ont jamais ce déclic, on leur propose 1000 emplois, ils se disent pas que c'est... Il y avait un petit peu en mode, mais attends, est-ce que sur quel type de poste il me prendrait, machin. Mais je me suis dit, en tout cas, je serais pas à la rue. J'aurais un poste si besoin. Tu vois, j'étais même pas dans ces considérations de ça, mais plutôt j'aurais un poste si besoin. Et en même temps, je me disais, mais attends, est-ce que c'est pas le signe que je dois prendre un poste? Et non, en vrai, au fond de moi, je sais que c'était le moment de me lancer. Mais effectivement, par rapport à ce que les gens percevaient de moi et à ce que je savais faire, comment dire, l'imposteur, c'était beaucoup réduit parce que c'était concret ce que je faisais en fait dans cette start-up et les échanges que j'avais, c'était de la vraie vie en fait, contrairement à ce que je faisais, je trouve, dans mes études ou dans mon job de consultante. Ça se mesure en fait, l'impact que tu as. Je le voyais parce que j'étais au téléphone avec des clients, parce qu'il y avait des chiffres à la fin du mois, parce que je voyais le truc concret. Et aujourd'hui, c'est pareil dans ce que je fais, c'est que un article, il est écrit, il existe, c'est concret. Un client qui te dit qu'il est content, c'est concret. Un chiffre d'affaires qui est réalisé, c'est concret. Une boîte qui tourne et qui arrive à faire du bénéfice, c'est concret. Tu vois? Et voilà. Donc tout ça, ça joue. Et effectivement, je me suis dit, go, écoute, je peux avoir un job si besoin. Raison de plus pour me lancer. Et c'est comme ça que je me suis lancée, en fait. Est-ce que c'est ce besoin de concret pour soulager ton syndrome de l'imposteur qui a fait que tu as monétisé très rapidement ce que tu faisais? Il y a un truc qui m'a toujours fasciné avec toi, et j'en parlais avec Laurent Brois, c'était déjà il y a 1 an et demi. D'ailleurs, coucou Laurent, si tu nous écoutes. On disait, c'est ouf parce que Charlotte, elle a monétisé quasiment dès le début, en fait. Alors Ouais, que t'as plein de gens qui galèrent à monter des blogs et tout, des trucs, et qui monétisent. Moi-même, j'ai monétisé au bout de 7 ans, au bout de 8 ans, après avoir écrit. Toi, t'as monétisé quasiment dès le début. Est-ce que ouais. c'est un lien ou pas du tout? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, d'une, c'est le côté entrepreneur qui me plaît, pas le côté créateur de contenu. Donc j'avais vraiment envie de monter une boîte. Donc une boîte, ça gagne de l'argent. Ensuite, c'est aussi que le chômage, il suffisait pas. Donc moi, ça me payait juste mon loyer, mon prêt et c'est tout en fait. Je mangeais pas avec ça. Et tu sais que les nouilles pendant 3 ans, ça m'excite pas trop. Donc du coup, je me suis dit dès le départ, ok, il faut que Postadem soit ma source de revenus. Donc à ce moment-là, je faisais des formations freelance dans des grosses boîtes. Je donnais des cours à des étudiants, mais je voulais que Postadem occupe tout mon temps. Donc ça a aidé. Et il y avait aussi une vraie crainte de la dépendance à Pôle emploi. Parce qu'en plus, comme j'avais du chiffre d'affaires complémentaire, ils étaient incapables de mesurer correctement mes allocations. Donc tous les mois, je devais me battre. Je mettais 15 jours à recevoir mon truc et je me suis dit, mais impossible que je dépende de ça. Et surtout, impossible de me dire, ok, j'attends 2 ans et j'ai vraiment le couteau sous la gorge dans 2 ans quand ça s'arrête. J'avais juste envie d'être sereine largement à l'avance, mais ça, c'est comme l'aéroport, j'arrive 6 heures avant, tu vois, c'est pareil pour Pôle emploi. Donc tout ça, ça a contribué à ce que je monétise rapidement, quoi. Est-ce que tu te rappelles quand c'est peut-être 3-4 mois après qu'on s'est rencontrés, t'es venu me voir en me disant que tu devais coacher quelqu'un qui était plus vieux que toi, et du coup Ah t'étais oui, un peu stressé. Comment t'as ah oui. géré ça? Comment tu te sentais? Je pense me souvenir du client dont tu me parles et alors, je pense que c'est lui parce que justement, il est dans la liste des personnes à qui je vais envoyer mon livre en fait. Et du coup, j'ai repensé à lui récemment, donc c'est rigolo aussi. Comment j'ai fait au final? J'étais morte de trouille. Pour le contexte, effectivement, c'était quelqu'un de plus âgé, mais surtout qui pesait vraiment, quoi. Tu vois, dans son milieu, clairement, moi, le bagage à côté, c'était de la pacotille, quoi. Tu vois, là, c'est objectivement, le mec, ça envoyait du lourd, quoi. Et j'étais ultra stressée et vraiment, je ne comprenais pas. Et d'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi il a bossé avec moi. Si, je comprends qu'en fait, il a testé plein de trucs et qu'il est vraiment très ouvert à être formé, accompagné par plein de gens différents, à mettre de l'argent comme là-dedans et ça lui plaît en fait, juste pour voir ce que ça donne. Donc, je pense que c'est pour ça tout simplement et pas nécessairement pour moi, ma compétence ou quoi. Donc, Il a sur le pris coup, je des gens au comprenais pas. hasard, et c'est tout.
En vrai, c'est un petit peu ça parce qu'il me racontait comment il choisissait les autres, quoi. Et j'en ai vraiment pas loin. Il faisait une formation pour du public speaking. Et en fait, il avait testé plusieurs trucs, tu vois. Enfin, voilà. Donc, il était assez curieux. Alors, s'il y avait un truc qui lui avait plu avec moi, et je pense que c'est le seul truc qui l'a attiré au départ, et qui d'ailleurs fait qu'il a, je pense, au départ, pas bien compris ce que je faisais, c'est que le nom Postadem et l'angle que j'avais donné à Postadem, il a adoré. Et comme c'est quelqu'un qui bossait aussi dans la télé, etc., il était très fort pour détecter les noms qui marchent. Il est à l'origine de pas mal de séries et de films, téléfilms qui ont cartonné. Donc, en fait, là-dessus, effectivement, pas de syndrome de l'imposteur parce que Postadem, effectivement, c'est moi. Donc, c'est complètement OK. Par contre, sur l'accompagnement, je sais pas pourquoi. J'avoue, je sais pas trop et je pense que lui non plus. Mais en tout cas, sur le coup, j'étais ultra stressée en mode, mais attends, si je me foire, il a quand même de l'influence, machin, et puis il est pas censé être là, et machin. Et en plus, j'étais coachée par quelqu'un à ce moment-là qui m'avait dit, mets des tarifs quand même assez élevés parce que c'est quelqu'un qui aussi peut payer plus cher et que vu le travail que tu vas faire, voilà. Mais j'étais pas alignée aussi avec ce travail. Et d'ailleurs, aujourd'hui que j'ai du recul, je fonctionnerais pas comme ça. J'aime pas ce conseil qui m'a été donné. Mais à l'époque, t'aurais réduit le prix si tu devais refaire. J'aurais donné mon prix normal. J'aurais pas fait à la tête du client ou du travail supposé que ça allait amener, en fait. Pourquoi ? Parce que ça t'a stressé ? Parce que ça m'a stressée et que je suis pas alignée avec ça. En fait, il y a aucune raison. Tu connais pas les coulisses à nouveau de la personne, en fait. Donc voilà, je suis pas contente d'avoir suivi, en fait, ce conseil-là. Je suis pas forcément, voilà, je suis pas en phase, mais bref. En tout cas, c'est fait. Et c'est pas, tu vois, une collaboration dont je retire une satisfaction, d'ailleurs. Mais il n'empêche que ça s'est fait. Ça a quand même apporté des choses dans un sens comme dans l'autre. Je suis très contente d'avoir rencontré cette personne parce que moi, on va dire que j'ai kiffé la rencontre. Après, la collaboration et le coaching en tant que tel, je suis un petit peu mitigée sur ce que ça a apporté. Mais c'était une expérience cool. Mais effectivement, j'y suis allée, non pas parce que je me sentais légitime, mais parce que je voulais me challenger et je pouvais pas dire non quelque part, tu vois. Enfin, si je pouvais, mais en tout cas, je voulais pas dire non. Mais pourquoi ? Il y a plein de gens qui disent non. Pourquoi j'ai pas dit non ? Je crois que beaucoup de gens se disent en fait non, je vais pas y aller, j'ai trop peur, et du coup je dis non. Ouais. Parce qu'en fait, il y a toujours la curiosité de et si ça marche ? Tu vois, il y a un petit peu ça. Est-ce que tu es à 100% sûr que ça va foirer ton truc ? Si c'est oui, effectivement, tu dis non, tu le fais pas. C'est comme si moi, tu me demandes d'aller escalader, je sais pas quelle montagne, je suis à 100% sûre que je vais être prise de panique au bout de 10 minutes, tu vois, donc je te dis non dès le départ, en fait. À l'inverse, ça, j'ai pas une certitude totale. Ah, c'est une bonne manière de voir les choses. Tu te demandes est-ce que tu es sûr de foirer, si t'es pas sûr de foirer, tu le prends. Mais c'est ça. Alors que beaucoup de gens font l'inverse, ils se demandent est-ce qu'ils sont sûrs de réussir, et ils sont pas sûrs de réussir, ils prennent pas. C'est vrai, mais si t'es pas 100% sûr, il y a une infime possibilité. Ok. Donc ça vaut le coup, tu vois, à partir de là, et aussi parce que j'ai un peu cette vision de les choses arrivent pas par hasard. Enfin, c'est même pas un peu, je suis convaincue de ça. Et du coup, si cette opportunité complètement what the fuck, elle arrive, il faut que je la prenne quelque part, tu vois. Sinon, je vais regretter en me disant qu'est-ce que ça aurait pu amener. Alors maintenant, ça fait 3 ans. Honnêtement, je sais pas ce que ça m'a amené finalement. Tu vois, peut-être que je le découvrirai plus tard. Tu sais, les choses, elles peuvent se faire au bout de 5 ans, 10 ans. C'est pour ça que on verra plus tard. Tiens, tu vois d'ailleurs l'interview que j'avais fait avec Antoine BM, elle m'a apporté un super contact. Bon là, je le garde confidentiel, mais qui peut potentiellement changer énormément de choses dans mon parcours à partir d'aujourd'hui. Et c'est juste parce qu'on s'est vu à Nice avec Antoine BM, c'est cool quoi. Donc après, il faut pas tomber dans le FOMO, tu vois, fear of missing out. Il y a plein de trucs auxquels je dis non. Je fais en sorte d'écouter mon intuition aussi, en qui j'ai quand même globalement une bonne confiance. Mais voilà, enfin la digression à nouveau, mais ça te donne une petite idée de comment j'ai pris la décision. Tu disais que t'étais scolaire, t'étais une bonne élève, t'as dit ça plusieurs fois. Ouais. D'ailleurs, tu t'es venu me voir un jour en me disant... alors, je sais pas, c'est moi qui... Je sais pas exactement comment s'est passé notre échange, c'est juste avant la Coupe du Monde. Je me rappelle juste qu'on a été voir le quart de finale après, donc je sais que c'était pendant la Coupe du Monde 2018. T'es venu me voir pour... alors, je sais plus exactement pourquoi t'es venu me voir, mais je sais qu'on a parlé de radicalité et de comment être moins scolaire. Tu te rappelles de ça ou pas ? Ouais, je m'en souviens, ouais. Je m'en souviens très bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir être moins scolaire ? Je pense que j'avais la mauvaise image du côté scolaire parce que, pour le coup, là, c'est vraiment psychanalyse un peu sortie du chapeau, mais si je regarde dans mon parcours, moi, j'ai sauté une classe, j'ai sauté le CE2. Et en fait, ça s'est fait un peu dans la douleur parce que, en fait, la prof, l'instit qui s'est occupée de moi en CM1 avait une dent contre les élèves qui sautent une classe. Elle en a eu 3 ou 4 dans sa carrière et à chaque fois, elle leur a mis une misère et elle m'a mis une misère. C'est elle qui me harcelait. Du coup, les autres élèves m'ont harcelée. Donc, en gros, j'ai galéré pour avoir des amis jusqu'à mes 17 ans. C'est une autre histoire, mais il n'empêche que il fallait que je prouve que je méritais d'avoir sauté une classe et que c'était pas bien d'être scolaire parce que, du coup, à l'inverse, il y avait d'autres sujets, notamment le sport, où j'étais pas bonne.
Et on me faisait remarquer ça et on me disait, ouais, mais ça sert à rien, du coup, d'être scolaire si t'es pas bonne dans le reste. Voilà, il y a tout un truc autour de ça. Donc, je pense que j'ai diabolisé le côté scolaire et aussi parce que comme on s'est moqué de moi, comme j'étais la petite intello, j'ai associé le fait d'être bonne à l'école comme quelque chose, c'est pas forcément représentatif de la vraie vie, etc. Donc, je voyais ça comme quelque chose de mauvais. Et aujourd'hui, alors ça me va très bien. Ce côté scolaire, je pense qu'il m'a du coup beaucoup aidé. Je ne sais pas si je l'ai encore. Je saurais pas dire, surtout qu'en fait, ça veut pas dire grand-chose, en fait, d'être scolaire. Si tu me demandais de le définir aujourd'hui, j'en serais bien incapable. Donc, je sais pas si je le suis encore. Mais en tout cas, si on me dit que je suis scolaire, au pire des cas, je suis là-bas, ok, ça m'a bien servi, après tout. Hein. Il y a pas de problème. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas le premier truc qui me vient quand je pense à toi. On avait parlé de perfectionnisme à l'époque et justement, tu viens de parler de l'interview d'Antoine BM, dedans tu disais mieux vaut fait que parfait. T'as pas toujours dit ça. Il y a un moment où tu me disais au contraire, t'es perfectionniste, t'as du mal. Comment t'as fait pour guérir du perfectionnisme? Ouais, c'est une bonne question aussi, plein de bonnes questions. Écoute, mieux vaut fait que parfait, on le dit à tous les membres de nos programmes et en fait, on le dit pas juste en mode, on le dit mais on le fait pas nous, mais vous faites-le. Non, on le fait aussi. En tout cas, moi, je sais que je le fais parce que je pense que c'est parce que je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, juste, enfin, t'y arriveras jamais et qu'en fait, ça retarde. Tu te rappelles de coup, ce déclic ou pas? Du moment où tu t'es dit je pense que j'ai pas de moment de déclic qui me vient. Je réfléchis. Je sais que par exemple, ça l'a fait pour mes premiers articles, où je savais qu'ils étaient pas parfaits, mais de toute façon, il fallait bien que je publie si je voulais qu'il y ait des gens et qu'il se passe des trucs, en fait. Donc à partir de là, et je pense qu'en fait, j'avais déjà bravé pas mal de choses quand j'ai lancé Postadem, parce que je veux dire, j'avais quitté ma boîte et j'envoyais à tout le monde, coucou, j'ai créé Postadem et je déglingue ce que je faisais avant. Je le faisais quand même en conscience et pas de manière malveillante, tu vois, mais en tout cas, j'étais quand même dans la critique et dans l'affirmation de ce que j'en pensais, quoi. Et du coup, je pense que j'étais un peu en mode, bah, foutu pour foutu. Bon, tu vois, c'est pas vraiment ce truc foutu pour foutu, il est revenu pas mal de fois. Et je pense que ça m'aide bien. Et tu vois, là, on prépare la sortie du livre. Honnêtement, le livre, alors, là où j'étais perfectionniste, par contre, c'est sur les coquilles qu'il y avait dedans. Je me suis un petit peu battue avec l'éditeur sur certaines choses parce que ça, pour moi, c'est important quand je lis un livre. Ça reste quand même imprimé longtemps, tu vois. Un article, au pire, c'est pas grave. Un bouquin, c'est un peu dommage s'il y a des coquilles. Mais tu vois, le plan de promotion, ben, on va faire au mieux. Mais ce sera pas parfait parce que si je voulais que ce soit parfait, on aurait dû s'y prendre il y a 3 mois ou 6 mois et mettre beaucoup d'énergie dedans. Et en fait, c'est pas OK, tu vois. Donc, je pense que c'est juste que quand tu veux que les choses, elles se fassent au bout d'un moment, c'est comme quand tu te prends trop la tête, du coup, t'avances pas dans ta vie. Au bout d'un moment, ça te saoule. Et là, bon, allez, c'est bon, hein, tant pis. On s'en fout, on avance, quoi. À la base, tu m'as écrit en me disant que le live sur Syndrome de l'imposteur t'avait marqué parce que tu travaillais sur ce sujet en ce moment. J'ai vu que tu avais lancé un questionnaire auprès de ta communauté. Ça a donné quoi ce questionnaire? T'as appris des choses qui t'ont surprise? Bah, écoute, j'ai été assez bluffée par le nombre de réponses parce que j'ai communiqué juste 2 fois vite fait dessus et j'ai eu un peu plus de 250 réponses. Généralement, pour avoir ce nombre-là, c'est plutôt 3 communications, tu vois? Et surtout par le détail des réponses. En fait, ça m'a vraiment émue, tu vois, les réponses et j'ai été ouais, ça m'a vraiment émue de lire vraiment dans quel niveau de douleur ça pouvait mettre certaines personnes et à quel point ça les empêchait d'avancer dans leur vie. Ça m'a vraiment ouais, ça m'a vraiment fait quelque chose en me disant: «OK, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus» et je sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir les aider. J'ai pas encore de visibilité là-dessus parce que je suis en train de travailler sur le sujet et que je pense qu'il y a certaines choses très profondes, de toute façon, que moi, je serais pas en mesure d'aider et de proposer, tu vois? Mais en tout cas, j'ai été très touchée et ce qui est ressorti, déjà, c'est que ça touche énormément de monde. D'ailleurs, je disais dans une chronique, mais si tout le monde a l'impression d'être un imposteur, où sont les gens compétents, quoi? À un moment, ça parle tellement dans ma communauté que bon, voilà. Mais après, c'est aussi un biais peut-être parce que quand tu as envie de poser ta dème, c'est que tu te reconnais pas dans ton job. Donc, c'est qu'il y a un désalignement quelque part. Donc, ça peut aussi expliquer. En tout cas, ce qui est ressorti, c'est que ça vient toucher à différents moments, que ce soit dans notre job au quotidien, où on a l'impression de jamais être assez à la hauteur, que ce soit quand on veut changer de job et postuler ailleurs, que ce soit quand on veut monter une boîte. En fait, ça peut intervenir à plein de moments de vie différents et c'est encore plus fort dans un moment de transition. Parce que quand tu changes de voie, ben en fait, tu as l'impression, en tout cas, de redémarrer de zéro. Moi, je dis toujours que c'est faux, ça, mais tu as l'impression de redémarrer de zéro. Du coup, tu as l'impression d'être encore plus mauvais que ce que t'étais, quoi, tu vois. C'est Donc, fou, ça. ça vient travailler beaucoup de choses. Alors moi, je suis la très mauvaise personne pour enseigner. Oh, justement, je suis très content que tu lances un truc comme ça parce que je me dis que t'es probablement une des meilleures personnes
pour attaquer ce sujet, parce que quand je t'ai rencontré, effectivement, tu avais vraiment ce syndrome de l'imposteur et que je ne sens plus aujourd'hui. Et donc c'est plus facile d'enseigner un truc à quelqu'un quand tu as déjà quand t'es passé par là. Moi, je suis jamais passé par là. Et ce que tu décris m'étonne, parce que moi, c'est l'inverse. Quand je recommence un nouveau truc, je me dis, oh, ça me laisse un laisser-passer pour être nul, parce que je pourrais toujours dire, non, mais en fait, je débute. C'est comme ce podcast, quand j'ai commencé avec la première personne, je disais toujours, non, mais c'est les premiers épisodes. Et je me dis, bah, je peux être nul, c'est mon premier. Ouais, effectivement, tu vas avoir plein de perceptions différentes, en fait. T'as de tout, mais c'est vrai qu'il y a certains schémas qui se répètent, notamment, tu vois, dans de la prise de poste, parce que là, c'est un projet, mais dans de la prise de poste. Est-ce que toi, tu te dirais la même chose, en mode, ok, c'est un nouvel employeur, par exemple. Est-ce que tu te laisses le droit d'être nul au début ou pas? Si c'est pour Ah oui, quelqu'un. période d'essai. Mais je suis Voilà. je suis pas du tout le bon cobaye ça. là-dessus. C'est ça. À l'inverse, Tu quelqu'un qui disais que souffre du t'étais syndrome ému. d'imposteur. Oui, vas-y. Tu disais que bah, vas-y, finis ta phrase quand même. T'allais dire quoi? Oui, je te disais quoi? Oui, à l'inverse, quelqu'un qui souffre du syndrome de l'imposteur, il a l'impression qu'en fait, en entretien, le futur employeur s'est pas rendu compte de l'incompétence, que c'est son CV qui Exactement. vend du rêve, mais que lui, Exactement. il est pas Exactement. compétent et que, en fait, il va se rendre compte que c'est un mauvais recrutement, quoi. Donc, ça peut être perçu différemment. Donc voilà, c'était ça là-dessus, quoi. Et tu Tu me disais que disais, du t'étais coup, sur ému. l'émotion, Ému ouais. par les réponses. Qu'est-ce qui t'a ému? Ça m'a ému qu'ils se confient comme ça, qu'ils livrent des choses vraiment très intimes sur ce qu'ils ressentent, parce qu'il y en a beaucoup, je suis pas sûre qu'ils en parlent. Notamment, je me souviens là d'une personne, alors elle m'a répondu vraiment au global dans sa vie et notamment sur la relation avec sa belle-fille. Et elle a l'impression que sa D'accord. belle-fille de 18 ans est plus intelligente qu'elle et notamment elle a l'impression de pas tenir la route quand il y a des dîners en famille, quand elle s'oppose à elle, quand elle est en rébellion et de pas arriver à débattre et de pas arriver à s'affirmer. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée parce que tu vois à quel point ça vient la chercher profondément et à quel point c'est un blocage et c'est douloureux pour elle. Donc, je pense que c'est le fait qu'il se livre comme ça et c'est de voir à quel point ça te bloque dans ta vie, quoi. C'est ça qui a généré une vraie émotion de compassion et de tristesse, en fait. Voilà. C'est quoi tes pistes pour résoudre ça en un imposteur? Pas, j'imagine que t'as pas des solutions, mais est-ce que t'as des petites idées qui te viennent, que tu conseilles? Écoute, je suis en train de plancher dessus parce que ça fait un petit moment que je parle de ce sujet, tu vois, mais un peu en surface, tu vois, avec quelques tips, etc. Là, je suis en train de creuser. Ce que je vois, mais c'est un petit peu comme tout, c'est que j'essaie déjà de voir un peu d'où ça vient, sans y passer 10 ans, tu vois, mais d'identifier au moins certaines causes, ça peut beaucoup aider, comme on vient de le faire un petit peu là d'ailleurs. À partir de là, c'est d'identifier les croyances, les schémas que ça a généré chez toi, parce que quand on prend conscience, tu peux aussi le voir et du coup prendre de la distance par rapport à ça. Et ensuite, comment tu vois, je suis en train de voir justement au niveau des solutions, des exercices, mais c'est de te reconnecter aux choses dans lesquelles tu as confiance. C'est-à-dire vraiment un peu de prendre le taureau par les cornes et te dire, OK, qu'est-ce qui objectivement a été un succès et je l'ai sous les yeux. Je vais aller regrouper des témoignages de gens qui m'ont fait des compliments. Je vais déjà cumuler tout ça. Ça va pas régler le problème entièrement parce que quelqu'un qui ressent l'imposteur, t'as beau lui dire qu'il a réussi un truc, il va pas le voir Bien comme sûr. ça. Mais au moins, tu as cette base objectivable, tu vois. Et ensuite, derrière, c'est comment toi, tu vas changer ta perception des choses. Et c'est d'arriver à analyser comment tu perçois un succès, comment tu perçois un échec, quel type aussi de syndrome de l'imposteur tu ressens, parce qu'il y a 5 types, donc en fonction, c'est des solutions différentes. Et je suis en train justement de creuser comment je peux ne Ah, il y a plus... plusieurs types? Ouais, c'est ça, t'as le génie, je me suis reconnue dans le génie de comment j'étais avant. Ouais. Pas dans le sens où tu es un génie et voilà, dans le sens comme on peut l'imaginer, mais plus tu estimes que tu es compétent que si tu as le génie de réussir dès la première fois. Et moi, par exemple, quand D'accord. j'étais plus jeune, notamment, si la première fois je ratais le truc, j'estimais que j'étais nulle, c'était pas pour moi et que j'arrêtais, en fait, j'abandonnais. Et du coup, j'ai pas trop développé le muscle de la persévérance, tu vois. Mais jusqu'à des trucs, je me souviens, ça devait faire peut-être 5-6 ans, je voulais faire une tarte. Enfin, j'ai fait une tarte. C'était 10 chocolats, chocolat blanc, chocolat noir, je m'en souviens très bien, avec la banane dessus. Et en fait, je l'ai ratée, elle était brûlée et pas cuite en même temps. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai vraiment pété un câble en me disant, mais je suis incapable de cuisiner, même ça, j'arrive pas à le faire. Et mais vraiment, je m'en suis mis plein la tête toute seule et j'ai plus retouché à la pâtisserie pendant longtemps parce que j'avais pas réussi du premier coup, tu vois. Et aujourd'hui, en vrai, je peux rater des trucs, c'est OK. Il y a juste une chose, tiens, sur laquelle ça me l'a refait récemment, de pas arriver du premier coup et de le prendre super mal. C'est avec mon chat. J'y pense parce qu'il est juste derrière moi, là. Et en fait, quand ça fait 3 mois, tu vois, que je l'ai adopté. Et en fait, la première semaine, ça s'est pas bien passé. Parce qu'il a été séparé de ses frères et sœurs, il miaulait, on sentait qu'il était pas très bien. Je l'ai extrêmement mal vécu de me dire, je suis même pas capable de m'occuper d'un chat,
j'arrive pas à rendre un chat heureux, pourtant la moitié des gens ils ont un chat, et tu vois, je me suis refait ce schéma-là par rapport au chat. Donc le jour où j'ai des enfants, je veux même pas imaginer. Mais en tout cas, c'est revenu me chercher du premier coup, tu n'y arrives pas, tu vois, c'est un petit peu ça. Mais je sais plus C'est ta pas une question d'indulgence, ça, avec soi-même? C'est pas une question Clairement, d'être... Comment t'as clairement. fait pour développer ton indulgence avec toi-même, toi? Sur certains sujets, tu vois que j'ai pas encore réussi à la Ouais. développer. Après sur d'autres sujets, j'ai réussi à la développer. Comment? Hem, c'est une bonne question. Je crois que j'ai un exemple précis, tu vois, mais de trucs où j'ai pu me foirer, dans Post-Adem, ouais, il y en a, tu vois, le premier atelier que j'ai voulu faire, au tout début en 2018, j'ai eu personne. J'ai eu personne. Bah, indulgence parce que je me suis dit: «C'est juste qu'il y a des trucs que tu as pas vus et que tu sais pas. Tu as pas encore les solutions, mais a priori remplir un atelier, c'est faisable, quoi. Dans l'histoire de l'humanité, on a déjà réussi, tu vois? Donc a priori, c'est possible, c'est juste qu'il y a un truc que tu as pas compris». Et du coup, par rapport au chat, aussi, qu'est-ce qui fait que j'ai fini par, aller mieux la semaine d'après? C'est que je me suis dit: «En fait, c'est juste qu'il y a un truc que tu as pas compris». Donc j'ai regardé des vidéos sur le comportement du chat et cetera, et depuis ça va beaucoup mieux. Donc je pense que c'est d'identifier que, ouais, juste, il te manque un truc, il te manque une pièce du puzzle, voilà. C'est pas que Et pareil, t'es quand tu naze, dis quoi. qu'il y a 50% de gens qui ont un chat et qui s'en sortent bien, tu compares encore une fois ton intérieur à l'extérieur des gens. Parce que j'ai vu, il y a 3-4 jours, le chat là qui a été abandonné sur un balcon et qui a sauté. Il était abonné, c'est un chat à Orly, je crois, qui a été abonné pendant 2 jours sur le rebord de la fenêtre, et tellement il en pouvait plus, il a sauté du rebord de la fenêtre. Alors, évidemment que les gens te racontent pas ces histoires-là, tu ne connais que les histoires cool de leur chat. Le mien, il a un harnais, quoi, pour aller sur la terrasse, tu vois? Mais ouais, effectivement, c'est tout à fait ça. Ce qui est un truc qui peut aider, j'en profite pour le dire, ça vient de m'arriver sur les podcasts. Parfois, quand j'invite des gens, alors c'est souvent, j'ai remarqué que les meufs étaient plus souvent touchées. Quand j'invite un mec, il me dit, ouah, direct. Quand j'invite une meuf, elle peut me dire, ah, je sais pas si je suis légitime. Et ce qui est fou, c'est que donc là, j'ai invité une personne qui a un compte Insta avec des illustrations de partout. Alors, c'est ma voisine. Donc, je la vois faire des photos avec son réflexe. Franchement, ça a l'air, elle respire artistique. Et quand j'ai reposé, elle m'a dit, ah, mais je sais pas si je suis vraiment légitime. Et quand j'y réfléchis, je me dis, mais c'est marrant parce que ça veut dire que ce syndrome, il arrive souvent quand je n'ai pas confiance au jugement de l'autre. Tu as dit tout à l'heure, tu sais, sur l'entretien, en fait, il s'est trompé. Et parce que comme elle me le disait, ça faisait comme si elle pensait, alors je sais qu'elle pense pas ça, hein, ça faisait comme si elle pensait que j'allais dans la rue, que je cherchais 300 personnes au hasard, que je les interviewais. Après, je me disais, oh mince, c'est pas des artistes. Et j'en avais que 10 à la fin, tu vois, alors que non, évidemment que j'ai fait mon travail de recherche avant de l'inviter. Et autre truc qui peut aider, je me dis, c'est de se dire qu'en fait, la personne en face de toi, quand tu lui refuses parce que t'as le syndrome de l'imposteur, elle peut aussi mal le prendre. Parce que moi, quand quelqu'un me dit, non, mais je sais pas si je suis une artiste, ce que je peux entendre, alors en fait, je connais le syndrome de l'imposteur, donc j'entends pas ça, mais ce que j'entends naturellement, c'est, bah, t'as mal fait ton travail. T'es très nul à découvrir qui sont les gens que tu veux inviter. Moi, je suis pas la bonne personne. Et en fait, on veut dire ça parce qu'on veut être en quelque sorte modeste, sans se rendre compte que ça peut aussi blesser la personne à qui on nie le fait tu sais, qu'elle ait reconnu ta valeur. Je vois très bien, c'est hyper intéressant ce que tu dis, je l'avais pas vu comme ça. Mais tu vois, pour le livre, on a quelques témoignages, dont le tien d'ailleurs. Mhm. Et en fait, il y a une entrepreneur qu'on avait sollicitée, qui est très connue, notamment sur Instagram, qui a une super boîte, je la citerai pas du coup, bien sûr, mais franchement, elle aurait été top, tu vois, comme témoin dans le livre. Et en fait, donc c'est Manon, mon équipe, qui l'a contactée, qui l'a relancée, etc. Et elle a dit non, mais moi, je suis pas légitime pour en parler, mais vraiment convaincue. Enfin, elle nous a fait un email assez long pour expliquer en quoi elle n'était pas légitime et qu'elle déclinait l'invitation. Et en fait, moi, ça m'a fait vraiment de la peine. En fait, je me suis dit, alors, soit effectivement, elle le pense vraiment et, Elle le pense, c'est sûr. C'est sûr. ça fait mal, soit Bien c'est sûr. une manière de décliner poliment. C'était Non, personne tellement n'invente ça. énorme. Personne Voilà, n'invente. c'est ça. Et du coup, Personne bah, on n'invente s'est ça. dit, ben, enfin, vraiment, moi, ça m'a perturbée. Limite, je me dis, tu vois, je pourrais lui envoyer le, le programme quand il sortira. Et Mais sûrement que toi, tu te disais plutôt que c'est elle qui allait être refusée parce que tu t'es pas légitime toi, tu vois. ouais, oui, ou qu'elle se... Alors, est-ce qu'on y a pensé à ça? Bah, en fait, c'est juste qu'on se dit, le livre, c'est pas forcément pour notre légitimité que les gens témoignent, c'est aussi pour le message qu'ils vont faire passer. Mm. Donc, bah, tu vois, par exemple, j'ai pas ressenti de syndrome de l'imposteur pour ce livre, hein, ni pour Cool. les témoins, ni pour l'éditeur, etc. Mais par contre, effectivement, il y a eu un petit moment presque de, bah, vas-y, d'où elle décline mon invitation, quoi, tu vois, mais
Mais donc, ça peut effectivement toucher tout le monde. Et ton analyse est super intéressante parce que du coup, c'est dans le jugement de l'autre, quelque part, t'as pas confiance. Mais je Bah pense oui. que ce qui se passe réellement dans la tête de celui qui souffre du syndrome de l'imposteur, c'est que lui, il a pas confiance dans ce qu'il montre. Et il se dit que ce qu'il Bien montre, sûr. comme il a l'impression de faire Ouais. beaucoup d'efforts en plus pour Bah oui. montrer ça, voilà, Mmh. ça vient de lui, pas de l'autre personne. Mais Mmh. forcément, toi, en face, tu peux te dire, bah, fais-moi confiance, quoi. Et ce qui est fou, c'est que je lui avais donc envoyé avant, pour planter l'idée dans sa tête, que j'avais déjà que je voulais l'inviter, mais pour lui semer la graine, je lui ai envoyé un épisode d'une artiste, donc qui s'appelle Bonnie Illustration, que j'ai invité au 3e épisode, et qui est aussi illustratrice. Donc on se dit, bah, comme elles sont toutes les 2 illustratrices, elle va se reconnaître, elle va voir que je suis pas juste un mec comme ça, qui lui demande un truc au hasard, c'est vraiment un vrai podcast avec des vrais artistes, et dont une artiste qui lui ressemble, donc, et je lui ai donné ça pour qu'elle me juge moi, en fait, pas pour qu'elle s'auto-juge. Et du coup, c'est fou que du coup, lui ayant donné ça pour qu'elle me juge moi, bah c'est elle qu'elle a auto-jugé. Ouais. Eh, ça va loin, hein, dans nos têtes, hein. C'est ouf. Tu me disais avant qu'on lance l'enregistrement que tu t'étais jamais vu comme une artiste. Pourtant, t'as choisi d'écrire. Tu pourrais faire autre chose qu'écrire. Il y a plein de manières de gagner de l'argent. Pourquoi t'écris? Eh ben, j'écris pas énormément. J'écrivais au Ouais. début. J'écrivais les articles, les interviews, etc. parce que le côté création de contenu me plaisait. D'ailleurs, je pense que si tu m'avais demandé à ce moment-là, je t'aurais plus dit oui, éventuellement. On peut dire que je suis une artiste à ce moment-là, mais bon, sans plus. Mais déjà un petit peu plus qu'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, j'écris très peu. J'écris juste la chronique et je fais plus des emails de type copywriting. Tu vois, email Mmh. pour mettre en avant T'as certains écrit un livre programmes, quand même, etc. un moment. Oui, effectivement, j'ai écrit le livre Post-Adem. Parce que c'est un peu un condensé aussi du contenu, mais bien sûr, j'ai rajouté du contenu. Mais comment dire? En fait, moi, je me considère plus comme créatrice d'entreprise ou chef d'entreprise que comme artiste. Mmh. Parce que j'ai ce côté très, pragmatique, faire un truc qui tourne, organiser ça, créer ce système, en fait, plus que l'art ou l'opérationnel qu'il peut y avoir derrière. Moi, si tu me demandes dans ma vie idéale, en fait, là, déjà, j'ai pas envie de réécrire un livre. Avant, je m'imaginais écrire des livres, des best-sellers dans ma maison de campagne, vue mer, machin, bref. Mais aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas envie de réécrire un livre, là, à date, quand je te parle. Écrire, bah, en fait, ouais, c'est cool, mais c'est pas ce qui me fait vibrer. Ouais, je Et vois. je pense qu'à un moment, je vais plus le faire du tout. Là, je continue parce que ça fait partie un peu du jeu, Mmh. mais si je m'écoutais à 100%, je ne le ferais plus. Voilà. Et comment t'as appris à faire de belles choses? Ton site, il est hyper beau. La dernière fois, on m'a demandé une référence de design, j'ai partagé ton site. Et en fait, tu fais que des trucs beaux. Ton Post-Adem, j'invite les gens qui nous écoutent à aller regarder Post-Adem. Tout est beau. Où t'as appris à faire des beaux trucs? C'est très marrant que tu me dises ça parce que alors là, pour le coup, tu vois, exemple parfait, j'ai la sensation inverse. Je trouve mon C'est site, je moche? peux plus me l'encadrer. Du coup, il est en train d'être refait et le nouveau sortira dans 1 mois. Donc le design, ce sera plus OK. le même. C'est rigolo que tu dises ça. Et en plus, depuis le début, j'ai jamais fait bosser quelqu'un sur mon identité visuelle. J'ai pas vraiment d'identité visuelle. J'ai une couleur, Mmh. ok, voilà, tu vois, mais c'est pas recherché du tout parce que j'ai pas Mmh. cet œil graphique. Et d'ailleurs, j'ai une grande angoisse à bosser avec des designers, des graphistes, etc. Parce que je ne sais jamais quel feedback leur faire. Je sais jamais Mmh. quelle grande ligne leur donner pour qu'ils bossent. Je n'y Mmh. comprends rien. J'ai pas l'œil pour ça. Là, pour le livre, on a fini par s'en sortir à peu près, mais parce que j'avais mes co-auteurs avec moi aussi pour m'aider. Je peux juste te dire ça va pas, mais ça va pas au-delà, quoi. Bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, sur le côté joli, moi, je le vois pas forcément comme ça. Donc c'est intéressant. Donc, te répondre comment je Enfin, fais des trucs jolis. tu dis t'as pas l'œil, mais je consomme énormément de contenu, et quand on m'a demandé de montrer un exemple, j'ai quand même montré Alors, ton site, tu vois, donc c'est c'est marrant, marrant. ce Ouais, c'est décalage de marrant. perception. Ouais, et c'est vrai que l'aspect esthétique visuel me parle vraiment très très peu. Donc c'est cool. Je suis contente que tu dises ça en tout cas. Tiens, on approche de la fin. T'as partagé un livre, si j'ai bien compris, qui se base sur la question tu ne serais pas arrivé là si. Ah oui, ça fait longtemps que j'avais lu ce livre, effectivement. Est-ce que tu veux essayer cette question? Tu ne serais pas arrivé là si? Ah ouais, ce livre, c'était une journaliste du Monde qui avait posé la question à plein d'auteurs, et cetera. Moi, d'y répondre, tiens, c'est marrant. Je serais pas arrivée là, bah, je pense que ce qui s'est passé avec mon père, en fait, hein. J'en parle pas, Mmh. du coup, c'est la première fois que j'en parle, donc voilà. C'est vrai? Mais ouais. En interview et tout, ouais. Il y a une légère référence dans mon livre, dans les remerciements, mais c'est tout. Mais sinon, ouais, je pense avec le recul, je pense qu'avant, je mettais ça de côté, mais je pense qu'il y a de ça.
parce que sans ça, j'aurais pas découvert le dev perso, sans ça, j'aurais pas eu le recul sur l'importance d'être bien dans son travail, de prendre des vacances et de pas vivre que pour son travail, d'avoir du temps pour ça, parce que du coup aujourd'hui je fais ultra attention au temps pour moi, donc il y a des phases de pic de travail comme dans des lancements, etc. Mais sinon la majeure partie du temps, mes semaines font 28 heures à peu près, ce qui est pas énorme en fait en soi. Des fois j'ai un peu le côté pas imposteur, mais je culpabilise un petit peu, parfois ça arrive. C'est vrai? Ouais, Tu culpabilises? ça m'arrive, ouais. La semaine dernière ça me l'a refait. Ouais. Si tu peux nous détailler dans ta tête comment ça se passe cette Bah en fait c'est que quand je culpabilise, alors ça peut être différentes raisons. La première raison, c'est de me dire attends, c'est pas normal de bosser aussi peu, parce que si je bossais plus, je pourrais faire plus avancer les projets. Ou alors de me dire ben du coup, dans mon équipe, il y en a qui bossent, peut-être que je pourrais bosser en même temps. Ça peut être ces trucs-là, c'est pas ultra fréquent, mais il y a des phases comme ça en fait. Et voilà. Donc ouais, ça arrive. Et aussi parce que bah du coup je sais que moi je suis très process, de manière à ce que j'en fasse le moins possible. D'ailleurs j'en rigole des fois en disant dans mon groupe d'entrepreneurs que c'est la technique de la feignasse, tu vois, par exemple le podcast. On a lancé le podcast il y a un mois, mais moi j'en fais un minimum. J'ai recruté une responsable podcast, c'est les coachs de mon équipe qui font les interviews. Moi je pointe le bout de mon nez de temps en temps, j'enregistre quelques épisodes à la chaîne qui font 15 minutes et c'est tout, tu vois. Et du coup quand je travaille peu, je me dis bah tiens, est-ce qu'il y en a qui vont se dire peut-être bah elle pourrait bosser un petit peu plus, machin. Et Voilà, personne ça te voit? arrive. Mais qui te voit? Non, mais c'est que parfois je refuse certaines choses, ou je dis que j'ai pas le temps, alors qu'en soi, j'ai Mais 28 personne heures. ne Mais c'est sait. juste que le reste du temps, bah, si on me le demande, je le dis, hein. Tu vois, ça arrive que je dise je bosse que 28 heures, hein, je l'avais dit dans une chronique, etc. Mais du coup, c'est plus ça de me dire, bah tiens, faudrait pas que quelqu'un se dise quand même, elle a refusé mon truc alors qu'elle aurait le temps. Mais c'est juste que moi, dans ma tête, il y a mon temps de travail, et je te dis j'ai pas le temps, mais c'est parce que sur mes 28 heures de travail, admettons, j'ai pas le temps. Oui, j'ai du reste du temps, mais c'est ma vie après, tu vois, c'est... C'est très précis 28 heures. Ouais, en fait, c'est que je traque mon temps, et en fait, c'est marrant, mais quasiment chaque semaine, j'arrive à la fin à 28 heures. Tu traques ton temps commun avec quoi? Avec Toggle, c'est un outil où tu mets quand tu bosses. Là, OK, par exemple, là, tu vois, je le compte aussi comme temps de travail, et bien sûr. j'arrive en moyenne à du 28 ou 30 heures. Allez, 30 heures éventuellement, et quand c'est des pics de lancement, ça peut être du 50 heures pendant 1 ou 2 semaines, mais c'est tout. Donc voilà, c'est assez marrant. Donc tu serais pas arrivé là sans, cet événement, Je il y a pense, ouais. 7 ans? Je pense que c'est ça, si on regarde les choses avec le recul, ouais. Et tu vois, quand j'avais lu ce bouquin de Je serais pas arrivée là si, je trouvais que ça faisait très drama, tu vois, de tiens, il s'est passé ça dans mon enfance, nanana, et ça m'énervait un petit peu. Il y en avait qui étaient intéressantes, mais d'autres où c'était trop ça et ça me gonflait. Et du coup, je me retrouve à te donner une expérience similaire, donc bon, De toute façon, il y a une phrase que j'adore, c'est «Personne ne guérit de son enfance». Je crois qu'on est tous là à essayer de guérir l'enfant qu'on était, pour une raison ou une autre. c'est probable, c'est très probable. Mais ouais, j'ai pas envie de passer à côté de ma vie, j'ai pas envie de me dire tiens, j'ai pas de vacances, j'ai pas de temps pour moi. Enfin vraiment, mon temps pour moi, c'est mon temps le plus précieux, quoi. Donc voilà. Et ça se voit, tu le protèges tout le temps. Chaque fois qu'on se parle, en vrai, tu me parles de temps. Là, tu m'as dit, ça me permettra d'enchaîner sur un autre sujet, dont je voulais te parler. Tu m'as dit: «Ah, est-ce qu'on peut avancer l'interview? Parce que j'ai du yoga à faire». Donc j'en déduis que tu t'es mis au yoga. Ouais, ça fait Qu'est-ce qui t'a longtemps. poussé à faire du yoga? Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, j'ai commencé quand je bossais en start-up après avoir posé ma DEM, Mmh. donc ça fait quand même quelques Ah oui, années. ça fait longtemps. 4 ans, 5 ans, j'ai plus en tête, Mmh. mais ouais. Ouais, bah oui, tu vois, par exemple, c'est important que j'ai mon temps de yoga à moi, en Bien fait. sûr. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'a poussée à faire du yoga? Écoute, au tout début, c'était beaucoup pour mon corps et mon dos, parce que j'avais beaucoup de douleurs de dos. J'ai toujours, cela dit, comment on appelle ça, une scoliose. J'ai même oublié Scoliose. le nom tellement je la sens plus, mais une scoliose, etc. Et donc je savais que c'était bon pour mon corps. Je faisais pas vraiment de sport en plus, donc je me suis dit allez, c'est un sport assez doux que je croyais, je vais le faire. Et du coup j'ai commencé des cours comme ça. D'ailleurs je le vivais super mal au début de pas arriver tout de suite à faire les postures, tu vois. On revient Encore à là. ça. On revient Mmh. à ça. Et en fait au début j'accrochais moyennement, voilà. Et puis progressivement ça m'a plu de plus en plus. Et en fait maintenant c'est un vrai besoin. Déjà, tous les matins, j'ai 15 minutes où je fais des postures d'assouplissement, etc. Et un jour sur 2, à peu près, je fais une vraie session de yoga. Et c'est vraiment cool parce que du coup, j'ai l'impression de réaligner le corps, l'esprit. C'est aussi une forme de méditation. Du coup, je suis beaucoup plus consciente de mon corps. Mmh. Alors du coup, comme j'en suis plus consciente, je suis aussi plus consciente des choses qui vont pas dedans. Mais du coup, je Ah. les traite... Avant, j'étais en mode déni, en fait. Quand je faisais pas ça, je pense que j'avais plein de douleurs et tout, mais c'était que quand j'allais chez l'ostéo qui me disait mais Mmh. ça va pas du tout, tu vois. Et maintenant, j'ai conscience du moindre truc, comme quand tu manges bien. Quand tu manges bien, tu t'alimentes sainement. Mais en fait, le moindre truc que tu digères pas trop bien et tout, tu le sens.
Alors que quand Ah tu bah, manges mais clairement. n'importe quoi, Mmh. tu captes même pas, quoi. Bah, c'est pareil J'ai avec arrêté le le corps. sucre et maintenant, dès que je mange un peu de sucre dans un gâteau industriel, je le sens, mon corps me met un stop. Bah, c'est ça. Et tu supportes plus de manger une espèce de brownie de supermarché ou je ne sais quoi et bah, c'est exactement ça. De ouf. Moi, je galère encore avec le chocolat, hein, ça je vais pas te cacher que, ça reste ça reste un problème. Mais en tout cas, ouais, le yoga, ça aide vraiment à ça et du coup, bah, j'ai plus les douleurs de dos que j'avais avant et ça change tout, hein. Ça change absolument Cool. tout. Est-ce qu'il te reste 10 minutes? Ouais, allez. Parce que j'aurais quand même bien on a beaucoup parlé de ton livre, ce serait quand même cool que tu, nous racontes. Pitch-nous, ça parle de quoi? Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle, au début, tu m'avais dit, «Je vais l'écrire en 2 mois» et je m'étais dit j'ai eu un dilemme, je me suis dit: «Est-ce que je suis la personne qui casse son délire? Ou est-ce que» parce que je lui dis: «Impossible, on peut pas écrire un livre en 2 mois» et surtout en faisant d'autres choses. En fait, si tu m'avais dit: «Je ne fais que ça», j'aurais dit: «OK», mais tu m'as dit: «Je vais écrire un livre en 2 mois tout en continuant à faire tourner mon entreprise» et je me suis dit: «Est-ce que je casse son délire ou est-ce que en vrai ça sert à rien et je la laisse faire et quand elle aura un problème, bah, on pourra en reparler», tu vois? Donc bah, finalement ça a pas pris évidemment que ça a pas pris 2 mois. Tu peux nous raconter, comment, bah, le process, comment t'as les galères que t'as connues pour l'écrire et de quoi ça parle? Ouais, bah, écoute, le livre, il s'appelle Postadem, hein, donc on est dans la dans la ligne fidèle à Postadem. C'est vraiment le livre de Postadem, donc ah bah, de quoi il parle? Il parle de l'art de réinventer sa vie professionnelle, c'est le sous-titre Cool. et donc dedans, tu as, l'aspect plus, bah, inspiration avec pas mal de témoignages de membres de la communauté, de gens qui sont passés par là et cetera, et tu as toute cette partie introspection, des bonnes questions à te poser, de comment, aussi adapter ton mindset à celui du démissionnaire. Et tu as la partie pratico-pratique de comment tu changes de job. D'ailleurs, toi, tu es intervenu là-dessus. Comment tu lances ton side project. Donc voilà, c'est vraiment un condensé de l'esprit de Postadem. Donc ça va être un gros bouquin, c'est quand même 300 pages. En vrai, au départ, Cool. il en faisait 380, puis on s'est fait un peu taper Ouais. sur les doigts. Donc on a réduit à 300, mais bon, dans l'idéal, ils auraient voulu du 250, mais au bout d'un moment, il y a quand même des trucs à dire, quoi. Donc, donc voilà, en tout cas, le livre, effectivement, au début, j'avais vraiment ce projet de livre pour plusieurs raisons. Déjà, c'était pour la visibilité de Postadem. C'était Bien sûr. aussi beaucoup pour, je pense, l'ego, de me dire: «Tiens, je suis auteur, j'ai écrit un livre». Je te dis, je me visualisais auteur dans ma Mmh. dans ma belle maison, Mmh. tu vois, best-seller, Mmh. machin. Ça me faisait rêver et aussi parce que, tu vois, j'ai ma bucket list des trucs que j'ai envie de faire une fois dans ma vie pour l'expérience, en fait et il y avait d'écrire un livre, tout simplement. Donc j'ai lancé pour ça au tout début et je me suis dit: «Je vais le faire en 2 mois» parce que, bah, comme j'avais mon business à côté, j'avais pas non plus une grosse équipe encore à ce moment-là, c'est chaud quoi, tu vois, de faire ça en parallèle et je savais que sinon ça risquait de traîner, traîner, traîner et c'est horrible et en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement en je sais plus 5 semaines, peut-être 6 semaines, j'ai écrit les 3/4 du livre. Donc finalement, on n'est pas si loin. Mais la vérité, Ah mais c'est c'est ce qui que m'arrive aussi. Moi, mon voilà, livre, en 6 semaines, j'ai écrit les 3/4, mais c'est la c'est suite le la problème. suite, c'est ça et ça je savais pas du tout, ça j'en avais pas conscience. C'est qu'en fait, j'avais écrit les 3/4 et j'en ai eu marre, mais j'en ai eu marre de ce bouquin. J'avais plus envie. Tout le côté, OK, on rentre dans le détail, on reprend, on voit ce qui manque, on restructure, machin. Mais j'avais zéro envie de faire ça et surtout plus le temps parce que ça faisait 1 mois et demi que du coup le business était un petit peu au ralenti. J'étais là: «Mais non, mais moi ce qui me fait vibrer, c'est mon business, c'est pas d'écrire un Ouais, bouquin». En fait, je m'étais ouais. rendu compte que j'aimais pas spécialement écrire ce livre. J'avais pas de plaisir à le faire, tu vois? C'était vraiment la contrainte et comme j'aime pas avoir des contraintes, pas top. Mmh. Donc j'ai mis un petit peu en stand-by pendant 3, 4 mois, jusqu'à ce que mon éditeur me propose une solution. Il me dit: «Mais est-ce qu'il y a pas quelqu'un dans ton équipe qui pourrait t'aider?» Et là, je me suis dit: «Mais oui, c'est ça la solution». C'était au mois de juin et en fait, je me suis dit: «J'ai 2 personnes dans mon équipe qui sont 2 coachs de mon équipe et qui sont chacune très complémentaires». Il y en a une qui bosse plutôt sur le programme Nouveau Départ pour, entre guillemets, «trouver sa voie» et l'autre qui bosse sur le programme Side Project Entrepreneuriat. Et les 2, honnêtement, elles pourraient totalement écrire un livre à ma place. Elles sont excellentes, j'ai une totale confiance en elles. Enfin, vraiment, elles sont top. Et je me suis dit: «Mais oui, il me faut 2 co-auteurs, comme ça on le fait en équipe, c'est trop cool». Alors qu'au début, j'avais cette vision du livre comme un peu l'accomplissement perso, l'ego et Mmh. jamais de la vie, il y aura quelqu'un d'autre sur le livre, tu vois. Et au final, je me suis dit, mais c'est la solution. Et donc, elles m'ont rejoint à l'été. Elles ont bossé dessus pendant que moi, du coup, c'était mon break estival. Elles ont avancé dessus, elles ont du coup complété le quart qui manquait, justement. Moi, j'ai retravaillé des choses. Et à nous 3, eh ben, on a pu tout relire, tout retravailler. Et heureusement, parce que le nombre d'allers-retours avec l'éditeur, mais moi seule, je pense que j'aurais dit, écoutez, c'est bon, on arrête, quoi, je n'irai pas au Ouais, bout. c'est clair. Donc, ça m'a sauvée qu'elle bosse avec moi. Voilà. Tu l'as lu, Voler comme un artiste, ce livre? Ah, c'est est-ce que c'est Austin Kleon aussi, là, qui l'a écrit? Oui, Ouais, c'est oui, bah ça. oui, oui. J'avais lu lui et Montrez votre travail, ouais, mais ça fait un Ah, moment. tout à fait.
Eh ben, dedans, il dit un des trucs que les gens confondent, c'est le nom et le verbe. Ils veulent être écrivains, mais sans écrire. Et Ouais. du coup, c'est ça qui pose un stop à beaucoup de projets. Cool, ton livre, on le trouve où? Il sort quand? Le 6 mai. Il sort le Le 6 6 mai mai 2021. 2021. Exactement. Il sort le 6 mai. Écoute, ce sera partout. Il est même Cool. référencé chez Auchan. Donc, entre le reblochon à moins Ah ouais. 50% et les bananes, tu auras mon livre post-adem. Donc, c'est cool. Super. Voilà. Ouais. Pour finir, est-ce que tu voudrais bien partager un livre ou j'ai un livre, mais en fait, non. Un truc qui t'a marqué, n'importe quoi. Un truc qui t'a marqué sur lequel on pourrait finir. Écoute, si en livre, moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Il y en a un que je recommande maintenant à chaque fois, c'est La tribu des mentors de Tim Ferriss. Je sais J'adore pas ce si tu l'as lu. Ah ouais, j'adore ce livre. Je m'en suis servi pour écrire le mien. Ouais, c'est génial. C'est vraiment la compilation d'interviews rapides. C'est toujours les mêmes questions qu'ils posent à des gens qui ont réussi, dans le sens où on l'entend en tout cas, entrepreneurs, auteurs, artistes, acteurs, etc. Et je trouve ce livre fascinant parce que le nombre de réponses sur une même question, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, je trouve que pour le syndrome de l'imposteur, c'est intéressant parce qu'il y a une question aussi où il demande quand vous êtes stressé ou déconcentré, qu'est-ce que vous faites? Oui. Et là, tu te rends compte que tout le monde en fait galère et a des moments down en fait. Et en plus, surtout, tu te rends compte qu'il n'y a pas de réponse unique et que tu n'es pas censé faire les choses d'une certaine façon ou savoir les choses d'une certaine façon. Donc, cette variété de retours, je trouve, est hyper intéressante. Voilà, ma reco. Bah, merci pour ce conseil. En plus, c'est un livre que vraiment j'adore. Et je rajouterais à ton retour que ça se lit pas forcément dans l'ordre. Moi, j'ai détesté je crois qu'il y a 100 interviews. J'ai détesté les 13 premières au point d'être sur le point de lâcher le livre. Et la 14e, j'ai adoré. Et après, il y en a plein que j'ai adoré, qui m'ont mis des claques. Donc, ouais, je ne peux qu'abonder dans ta recommandation. Eh ben, écoute, Charlotte, merci. Je vais te laisser aller faire du yoga. Un grand merci pour ce petit moment et pour avoir été ma cobaye de la première personne que j'interviewe à distance. Yes, et écoute, merci à toi Nicolas, et puis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.